Premier niveau, le bouffon. Personne ne veut commencer à ce niveau. Toi non plus, mais comme tu as besoin d'argent pour payer ton loyer, tu n'as pas le choix, et quelqu'un te tend une enveloppe. Tu te dis que ce n'est que temporaire. Tout le monde se dit ça. Tu as 22 ans. Tu travailles pour une année pour le salaire minimum. Tu as des milliers d'euros de dettes auprès d'une société de cartes de crédit. L'ami d'un ami te présente un homme dans un restaurant. L'homme porte un costume bon marché. Il te donne un vieux téléphone. Il te donne une adresse. Tu ne poses aucune question. Tu montes simplement dans le bus en silence. Tu prends un sac de sport lourd dans un casier. Et tu déposes le sac dans la ruelle, derrière un restaurant. Tu ne fais encore de mal à personne. Tu transportes des colis, tu surveilles des adresses, tu prends des notes, tu fais des rapports. Tu passes des heures assis dans ta voiture à noter des numéros de plaques d'immatriculation. Tu vois des types échanger des enveloppes. Tu vois des gens qui ont l'air effrayés. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans les colis que tu transportes. Parfois, ils sentent les produits chimiques. Parfois, ils sentent l'eau de Javel. Parfois, ils sont lourds comme du fer. Tu te dis que ce n'est qu'un simple transport. Tu te dis qu'en réalité, tu n'es qu'un simple livreur. L'ignorance est ton armure. Tant que tu ne regardes pas à l'intérieur, tu es innocent. À la fin de la semaine, tu reçois ton enveloppe remplie d'argent liquide. 800 €, ton premier salaire. Cet argent te permet de payer ton loyer. Il couvre tes courses. Tu dors bien la nuit parce que tu te convaincs que tu n'en fais pas partie. Tu possèdes une Honda Civic de 2004 que tu gares en face d'une laverie. Il pleut, les gouttes de pluie frappent le pare-brise de ta voiture. Le chauffage de la voiture est en panne. Tes bottes sont mouillées. Tes pieds sont engourdis à cause du chauffage en panne et de tes bottes mouillées. Tu essuies la buée sur le pare-brise avec une serviette en papier que tu as prise au fast-food. Tu tiens un petit carnet à spirale. Un SUV noir se gare sur le trottoir. Un homme vêtu d'un trench coat gris en descend. Il entre dans la blanchisserie. Il tient une enveloppe jaune à la main. Tu notes le numéro d'immatriculation du SUV. 3 minutes plus tard, l'homme ressort sans l'enveloppe. Il remonte dans le SUV. Le véhicule s'éloigne. Tu notes l'heure exacte. Il est 23h53, bientôt minuit. Tu prends ton téléphone jetable. Tu envoies un seul message, c'est fait. Tu tournes la clé de contact. Le moteur tout saute. Tu roules en direction de ton appartement. Les jours suivants, ta routine change. Au supermarché, tu cesses de regarder les gens dans les yeux. Chaque jour, tu prends un chemin différent pour rentrer chez toi. Avant de garer ta voiture, tu jettes 3 fois un coup d'œil dans le rétroviseur. Tu ressens une peur aiguë qui se transforme ensuite en un grondement sourd. Tu ne prends plus plaisir à écouter de la musique dans la voiture. Tu conduis dans un silence total. Tu te rends compte que tu prêtes attention à l'espace entre les angles morts de la voiture, aux ombres dans les ruelles. Tu ne te sens plus comme un simple citoyen. Deuxième niveau, première mission. Les types .mid pour qui tu travailles remarquent que tu ne paniques pas. Ils voient que tu suis les instructions à la lettre. Ils t'appellent dans un autre restaurant. Ils te font glisser un dossier en papier, craft, sur la table, en formica. Il contient une photo et une adresse, une seule cible, un seul endroit. C'est simple. Ils te remettent un morceau de métal froid et lourd, enveloppé dans une serviette de bar. C'est un pistolet de calibre 38. Les numéros de série ont été effacés. On te dit que tout se passera sans accroc. Tu mémorises la photo. Tu brûles le dossier dans une poubelle en métal. À 2 heures du matin, tu attends devant un bar. Il fait 30 degrés, Fahrenheit, dehors. Ton souffle forme des volutes de vapeur sous les réverbères. Ton cœur bat si fort que tu en sens les vibrations dans tes dents. La cible sort seule. Elle porte une veste en cuir. Elle regarde son téléphone. Tu sors de l'ombre. Tu soulèves l'arme lourde. Tu appuies sur la détente. Ça ne se passe pas comme prévu. C'est bruyant, désordonné et chaotique. Le recul te projette le poignet en arrière. L'éblouissement t'aveugle pendant une demi-seconde. La cible s'effondre sur le béton. Elle hurle. Elle se tient le ventre. Tu restes figé pendant exactement 2 secondes. Tu sens l'odeur du cuivre et de la poudre brûlée. Puis, tu t'enfuis en courant. Tu cours dans la ruelle jusqu'à ce que tes poumons s'enflamment. Tu tournes à 3 coins de rue. Tu jettes l'arme dans un caniveau, comme on te l'a dit. Tu rentres chez toi à pied. Tu te frottes les mains avec du liquide vaisselle
jusqu'à ce que ta peau rougisse et te fasse mal. Allongé dans ton lit, tu fixes le ventilateur au plafond. À partir de maintenant, plus rien ne te semble simple. La ligne a été franchie. Tu ne peux plus revenir en arrière. Les jours suivants, tu te réveilles tous les matins à 4 heures. Tes paumes deviennent moites dès que tu entends une sirène de police. Tu arrêtes complètement de manger de la viande. Tu jettes à la poubelle les bottes que tu portais cette nuit-là, même si elles ne présentent pas la moindre tache. Tu restes assis en silence dans ton salon, les rideaux bien fermés. Tu attends à chaque instant que la police enfonce ta porte et fasse irruption chez toi. Ils ne viennent pas. Tu comprends peu à peu que personne ne viendra, et cette panique finit par s'estomper en toi. L'adrénaline s'estompe dans ton sang. Tu te sens simplement incroyablement fatigué. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à indiquer dans les commentaires ce que tu aimerais voir dans la prochaine vidéo. 3e niveau, apprenti. On ne te laisse pas travailler seul. On t'affecte aux côtés d'une personne plus âgée, plus discrète, plus expérimentée. Il ne ressemble pas à un tueur. Il ressemble à un comptable fatigué. Il porte des vestes coupe-vent beige. Il conduit une berline beige. C'est toi qui l'emmènes sur ses missions. Tu travailles sous ses ordres. Tu observes comment il se déplace, comment il attend, comment il disparaît. Il ne se précipite jamais. Il ne court jamais. Il ne parle jamais plus fort qu'un murmure. Tu restes assis avec lui dans une voiture surchauffée pendant exactement 14 heures et il ne cligne presque jamais des yeux. Il n'allume pas la radio. Il boit de l'eau dans une bouteille en plastique d'1 gallon, rien d'autre. Tu comprends ici que les films mentent. Le métier, ce n'est pas enfoncer des portes ou se lancer dans des courses-poursuites en voiture. Tu apprends que la grande majorité du métier repose sur la patience, la préparation et le sang-froid. Étudier les plans de la ville, attendre pendant des heures, rentrer chez soi sans rien avoir trouvé. Voilà ce qu'est le métier. Connaître les délais d'intervention exacts des commissariats locaux. Respirer lentement quand tout va de travers. Tu es assis dans une chambre de motel à Détroit. Le papier peint s'écaille. Un vieil homme est assis à une table pliante. Il nettoie un Glock 19, il utilise une brosse en nylon. L'odeur du solvant Ops numéro 9 emplit la petite pièce. Il te montre comment limer la gâchette. Il parle d'une voix monocorde. Il boit du thé noir dans un gobelet en polystyrène. Il n'allume jamais la télévision. La nuit suivante, tu le regardes tirer une balle dans la poitrine d'un homme. Tu le regardes enjamber le cadavre. Tu le regardes, 2 pâtés de maison plus loin, acheter un café noir sans que sa main ne tremble. Tu comprends exactement en quoi tu dois te transformer. Les jours suivants, tu adoptes ses habitudes. Tu arrêtes de boire. Tu achètes des vêtements gris, anthracite et bleu marine. Tu te coupes les cheveux toi-même avec des ciseaux. Les yeux bandés, tu t'entraînes encore et encore à démonter le pistolet jusqu'à ce que tes pouces saignent. Tu te chronomètres en essayant de t'améliorer un peu plus à chaque fois. Avec le temps, tu cesses de ressentir l'ennui. Tu te rends compte que l'ennui est en réalité un concept propre à la vie civile. Pour toi, il n'y a plus de temps perdu, il n'y a plus que le temps passé à attendre. Et chaque attente sert un but. Tu cesses également de sursauter au moindre bruit soudain. Quand une voiture recule dans la rue, tu ne bouges même pas d'un pouce. 4e niveau, le travailleur indépendant. Tu travailles désormais seul. Tu romps tes liens avec l'équipe locale. Tu achètes un ordinateur portable en espèces. Tu établis une connexion sécurisée sur le dark web. Tu reçois des contrats par l'intermédiaire d'intermédiaires. Tu ne les connais que sous des pseudonymes cryptés. Tu ne rencontres jamais le client. Tu ne sais jamais pourquoi la cible doit disparaître. C'est mieux ainsi. Les raisons sont toujours complexes. Tu as 3 téléphones, pas d'adresse fixe. Tu vis dans des appartements loués à court terme, des motels bon marché et des gares routières. Le mardi, tu règles une affaire à Seattle. Le mercredi matin, tu prends ton petit déjeuner à Denver. Tu te procures tes armes auprès d'un revendeur qui ne te demande jamais ton nom. Personne ne t'appelle.
personne ne t'attend. Cela te rend libre et c'est aussi autre chose. Après chaque utilisation, tu les jettes en eau profonde. Tu es efficace, tu es propre, tu ne laisses aucune preuve judiciaire. Tu enfiles des gants par-dessus tes gants. Tu te trouves dans un parking souterrain à Chicago. Les lampes fluorescentes bourdonnent. Tu fixes un petit engin explosif au démarreur d'une Mercedes classe S argentée. Tu utilises du ruban isolant et une pince coupante. Le sol en béton te donne des frissons dans le dos. Une goutte d'huile de moteur tombe sur ta joue droite. Tu l'essuies. Tu fixes la capsule. Tu règles le mécanisme de la minuterie. Tu te faufiles sous le châssis pour en sortir. Tu t'éloignes sans te retourner. À 3 miles de là, assis dans un restaurant, tu comptes une liasse de billets de 100. Tu es doué pour ça. Cette réalité te semble aussi solide qu'un rocher. Tu ne te sens plus coupable. Tu ne ressens plus rien. Tu passes un long moment à te demander si c'est un problème. Tu décides que non. C'est justement ça le problème. Les jours suivants, tu vis avec une valise. Tu t'enregistres dans un hôtel sous le nom de David Miller. Tu paies en espèces. À chaque fois, tu essuies les poignées de porte avec des lingettes imprégnées d'eau de javel. Tu dors tout habillé sur les draps. Avec le temps, tu cesses de te sentir attaché à un lieu. Tu en viens à oublier à quoi ressemble un véritable appartement. Tu cesses également de ressentir la solitude. L'isolement cesse d'être un sentiment pour toi et devient un outil tactique. Les gens sont imprévisibles. L'imprévisibilité engendre des complications. C'est pourquoi tu préfères la chambre d'hôtel vide. Tu observes le grésillement de l'écran de télévision, le son coupé, il n'y a que la lumière. 5e niveau, expert. Ta réputation grandit dans l'ombre. Les tueurs à gages ordinaires refusent certaines cibles, pas toi. Tu deviens connu pour une seule chose, les cibles difficiles, les personnes sous protection, les chefs de cartels enfermés dans leur forteresse de béton, les milliardaires de la tech entourés d'équipes de sécurité privées, les missions dont personne d'autre ne veut. Et la rémunération suit. Ton salaire passe de 5 à 6 chiffres, parfois même 7. Le risque aussi. Tu passes 6 mois à planifier un seul tir. Tu achètes des silencieux trafiqués en Europe de l'Est. Tu te procures des appareils optiques qui coûtent plus cher qu'une voiture de sport. Tu connais par cœur les rotations des équipes, les angles morts des caméras de sécurité et les défauts architecturaux du bâtiment. Pendant 3 jours, sans manger ni boire, tu attends immobile dans un grenier. L'odeur de l'isolement et de la poussière t'envahit les poumons. Tes genoux se détériorent peu à peu. Tu ne bouges pas d'un pouce, tu urines dans un sac en plastique. On ne montre pas cette partie dans les films. Tu ralentis ton rythme cardiaque. Tu attends que ta cible s'assoie exactement sur la bonne chaise. Tu te trouves dans un immeuble de bureau situé en face d'une banque à Londres. Au 3e étage, il n'y a personne. Tu installes un trépied en fibre de carbone. Tu montes ton fusil. Tu vérifies la vitesse du vent à l'aide d'un anémomètre numérique. 12 nœuds vers l'est. Tu règles ta lunette. Tu observes ta cible à travers une fenêtre à double vitrage. À 400 yards de là. Elle boit un verre d'eau. Tu expires complètement. Entre 2 battements de ton cœur, tu appuies sur la détente. Le recul te projette l'épaule en arrière. À travers la lunette, tu vois la vitre se briser. Tu démontes le fusil en 40 secondes, tu ranges les pièces dans un sac de golf. Tu sors par la porte d'entrée, personne ne te regarde. Tu es désormais une légende dans le milieu clandestin. On murmure ton surnom. Les jours suivants, le paiement est versé sur ton compte offshore. 300 000 €, tu ne dépenses rien. Tu vérifies le solde depuis un ordinateur portable sécurisé. Tu fermes le navigateur. Tu te rends dans une salle de sport privée. Tu cours 2 heures sur le tapis roulant sans penser à rien d'autre. Tu cesses de ressentir l'excitation provoquée par le versement. L'argent n'est plus qu'un score numérique à l'écran. La nuit, tu ne rêves plus. Tu fermes les yeux. Tu les rouvres. Tu vérifies que les portes sont bien verrouillées. Tu vérifies encore une fois. Tu dors par tranche de 4 heures. C'est suffisant, car ça doit l'être. 6e niveau, le fantôme. À ce stade, tu comprends que la plus grande force est de ne plus dépendre du regard des autres. Tu abandonnes peu à peu ton ancienne identité.
ton passé devient un souvenir lointain, et chaque étape de ta vie te transforme un peu plus. Tu changes tes habitudes, ton apparence et ta façon de parler jusqu'à devenir méconnaissable pour ceux qui t'ont connu. Tu avances sans laisser de place à la nostalgie, sans chercher à être reconnu. Aux yeux du monde, tu es devenu une silhouette discrète, presque invisible. Certains pensent que tu as disparu, d'autres t'ont simplement oublié. Peu importe. Tu ne cherches plus l'approbation ni la célébrité. Le fantôme n'est pas quelqu'un qui fuit. C'est quelqu'un qui a choisi de ne plus être défini par son passé. Sa véritable force réside dans sa capacité à évoluer sans attirer l'attention, à avancer sans bruit et à laisser ses actions parler à sa place. Tu es dans la salle de bain d'un refuge à Vienne. Le carrelage est blanc. La lumière fluorescente est éblouissante. Tu t'injectes un anesthésique local dans la joue gauche. Tu attends 2 minutes. À l'aide d'un scalpel chirurgical, tu incises la chair. Tu retires une puce de suivi microscopique. Tu la plonges dans un verre d'acide. Il fond en grésillant. Tu recouds la plaie avec du fil noir. Tu essuies le sang sur le lavabo en porcelaine. Tu brûles les serviettes ensanglantées dans l'incinérateur de la cave. Tu te regardes dans le miroir. Tu ne reconnais plus vraiment la personne qui se tient devant toi. Tu n'es qu'une ombre. On ne peut pas arrêter les ombres. On ne peut pas tirer sur les ombres. Les jours suivants, tu passes sans difficulté d'une nouvelle identité à l'autre. Le lundi, tu parles français. Le jeudi, tu parles allemand. Tu cesses de te sentir comme un être humain. Tu te sens comme un système d'exploitation. Tu exécutes des programmes. Tu exécutes des scripts. Tu ne génères aucune erreur. Tu ne fais que fonctionner. Tu cesses d'éprouver de la nostalgie. Tu regardes une vieille photo de toi et tu ne ressens absolument rien. C'est le portrait d'un étranger disparu. Tu la jettes dans une poubelle métallique. Tu la brûles. Tu ne conserves aucun souvenir. Les souvenirs sont des preuves matérielles. 7e niveau, agent. Tu es désormais trop efficace pour les organisations criminelles. Un gouvernement te repère. Il ne te menotte pas. Des hommes en costumes élégants te retrouvent dans un musée désert après la fermeture. Ils te proposent un contrat. Ils t'engagent. Tu ne travailles plus pour des organisations criminelles, ni pour des conjoints jaloux. Tu travailles désormais pour des gens qui ont des drapeaux, des budgets illimités et une immunité juridique totale. Les cibles ont un caractère géopolitique. Un scientifique en fuite, un diplomate étranger, un financeur du terrorisme. Tu voyages en jet privé. Les douanes ne t'arrêtent pas, les armes te parviennent directement depuis des valises diplomatiques. Lorsque tu appuies sur la gâchette, le nettoyage s'effectue à l'échelle institutionnelle. Avant même que la police locale n'en soit informée par radio, une équipe spéciale équipée d'eau de javel et de sacs pour cadavres est déjà sur place. Tu deviens un instrument silencieux de la politique d'État. Et aucun livre d'histoire n'en fera jamais mention. Tu te trouves sur une piste privée en Allemagne. La pluie rend l'asphalte noir humide et glissant. Un Gulfstream G 550 attend au ralenti sur la piste. Un homme vêtu d'un imperméable beige s'approche. Il te tend un disque dur crypté et un pistolet Sig Sauer muni d'un silencieux. Tu montes à bord de l'avion. Les sièges en cuir sentent encore le neuf. Tu bois un verre d'eau minérale. Tu branches le disque dur sur ton ordinateur portable. Tu examines le fichier. La cible est une personne qui doit prononcer un discours sur une place publique dans 3 jours. Tu mémorises les plans de la place. Tu mémorises les itinéraires de l'équipe de sécurité. Tu ne sais pas quelles conséquences aura ton intervention. Tu n'as d'ailleurs pas besoin de le savoir. C'est justement là tout le problème. Les jours suivants, tu rentres dans un appartement aseptisé. Des aliments frais t'attendent dans le réfrigérateur. Tes vêtements nettoyés à sec sont suspendus dans l'armoire. Tu ne sais pas qui les y a mis. Tu cesses de te demander qui finance ton contrat. Tu cesses complètement de te poser des questions. Tu regardes les informations sur ton écran plat. Un ministre des Affaires étrangères a perdu la vie. Un accord commercial tombe à l'eau. Tu éteins la télévision, tu t'en fiches.
Tu consultes ton téléphone crypté pour obtenir les prochaines coordonnées. Tu es désormais un rouage de l'État. 8e niveau, problème. Les années passent. Tu en sais beaucoup. Tu as fait beaucoup de choses. Tu sais où les cadavres sont enterrés, car c'est toi qui les as enterrés. Tu sais quels politiciens ont ordonné les assassinats. Tu commences à repérer les guetteurs. Un homme qui lit le journal sur un banc de parc pendant 40 minutes sans tourner de page. Une berline noire qui effectue exactement les 4 mêmes virages que toi. Ceux qui t'ont engagé se demandent désormais s'il est toujours judicieux de te garder en vie. Une arme vivante est utile, mais une arme hors d'usage enterre les secrets pour toujours. Toi aussi d'ailleurs, tu te poses la même question à leur sujet depuis des années. Tu commences à rassembler des preuves. Des documents, des enregistrements audio, des coordonnées GPS, une police d'assurance. Tu en caches des copies dans 7 villes différentes. Si tu disparais, elles seront toutes automatiquement rendues publiques. Tu leur as dit ça. Tu n'es pas sûr qu'ils t'aient le cru, mais pour l'instant, tu es en vie. Et c'est une partie de la réponse. Mais pour l'instant, tu es en vie. Et c'est une partie de la réponse. Tu es sûr qu'ils y pensent. Tu es dans une station de métro à minuit. Tu t'appuies contre un pilier carrelé. Tu observes le reflet du quai dans la vitre d'un distributeur automatique. 2 hommes en manteau sombre descendent du train. Ils ne regardent pas le plan du métro. Ils te regardent droit dans les yeux. Les mains dans les poches. Tu poses la main sur ta veste. Tu lâches une bombe flash sur le béton. Une lumière blanche envahit la station. Le bruit brise le silence. Tu montes en courant les escaliers d'entretien en béton. Tu entends tes tirs, étouffés par le silencieux, creuser les murs de béton à 2 pouces derrière ta tête. Les jours suivants, tu quittes tes 3 refuges. Tu achètes une voiture d'occasion en espèces. Tu franchis les frontières par des chemins forestiers non goudronnés. Tu cesses de te sentir en sécurité. Tu te rends compte que la sécurité n'est qu'une illusion que tes employeurs t'ont fait croire. Tu dors dans la forêt. Tu manges des haricots en conserve froid. Tu n'as pas le temps de les réchauffer. Tu cesses de te sentir fatigué. La paranoïa prend complètement le pas sur la fatigue en toi. Chaque inconnu est un agent potentiel. Chaque voiture garée est une équipe de surveillance. Chaque téléphone qui sonne est un signal de localisation. Le monde n'est plus fait d'êtres humains, mais de menaces. Tu ne fais plus confiance à absolument rien. Le 9e niveau, le dernier contrat. Le véhicule est plongé dans le silence. Les comptes offshore sont gelés. Les soldes affichent 0. Quelqu'un conclut un contrat pour toi. Toi qui étais autrefois la proie, tu es désormais la proie Kremen elle-même. Tu ne sais pas exactement quand ce changement s'est produit. Tu sais simplement qu'il s'est produit. Tu ne sais pas de qui il s'agit. Tu as des soupçons? Tu sais exactement comment ils fonctionnent, car ils fonctionnent exactement comme toi. Ils utilisent les mêmes tactiques. Ils font preuve de la même patience. Pour la première fois, tu te trouves des 2 côtés de l'équation. Tu es à la fois le chasseur et la proie. La balle d'un tireur d'élite brise ton pare-brise, manquant ta tempe d'1 pouce. Tu attrapes ton sac de survie. Tu cours, tu saignes, tu ripostes, tu te réfugies dans un entrepôt abandonné sur le quai. Les conteneurs sont rouillés. Du sang coule de ton épaule gauche. Le tissu de ta veste est collant, alourdi. Tu enroules fermement un garrot en nylon autour de ton bras. Tu sors de ta botte un couteau de combat à lame fixe. Tu entends tes lourdes bottes craquer sur les éclats de verre. 3 hommes. Ils se dispersent. Ils nettoient les coins un par un. Tu retiens ton souffle. Tu te glisses derrière une poutre d'acier. Sans avoir le temps de lever ton arme, tu tranches la gorge du premier homme. Tu prends son fusil. Tu tires 2 coups dans la poitrine du 2e homme. Le 3e s'enfuit. À cet instant, tu comprends pour la première fois vraiment ce que ressentent tes cibles dans leurs dernières secondes. Une prise de conscience soudaine et glaciale que tout est fini. Tu trouves cela non pas effrayant, mais éclairant. L'univers rétablit l'équilibre. Les jours suivants, tu recouds ton épaule avec une aiguille courbée et du fil de pêche. Tu verses de la vodka sur ta blessure. Tu as depuis longtemps appris à ne plus ressentir la douleur.
Tu serres une ceinture en cuir entre tes dents. Tu cesses de ressentir la douleur physique comme la ressentent les gens normaux. La douleur n'est qu'un voyant lumineux. Elle signifie que tu as subi des dégâts. Elle signifie qu'il faut changer de tactique. Tu cesses de ressentir la peur de disparaître. Tu acceptes que tu puisses disparaître aujourd'hui. Tu agis avec une clarté absolue. Le pire scénario possible s'est déjà produit. Tu es totalement libre. 10e niveau, la sortie. Tu survis. Tu as éliminé les hommes envoyés pour t'éliminer. Tu fais jouer ta police d'assurance. Tu disparais une dernière fois. Ce n'est pas la même chose que de s'enfuir. Un nouveau nom, un pays froid, un petit appartement. Tu vis dans une cabane au milieu d'une forêt enneigée en Norvège. Les sapins sont alourdis par la neige. Le feu crépite dans la cheminée. Tu es assis sur une chaise en bois, face à la porte d'entrée. Tu tiens sur tes genoux un fusil à pompe de calibre 12. Ton regard est rivé sur la serrure en laiton. Dehors, dans l'obscurité, une branche se brise. Tu armes le fusil. Tu attends dans le noir pendant 3 heures, sans bouger le moindre muscle, en contrôlant ta respiration. C'était un cerf. Tu ne lâches tout de même pas ton arme. Tu regardes le soleil se lever lentement au-dessus de la lisière des arbres. Le danger n'est pas écarté. Il est simplement reporté. Tu ne supportes pas de te regarder dans les yeux. Tu n'as aucun ami. Tu bois un café noir sur une petite table en bois. Tu essaies de tenir la tasse en céramique, mais tes mains ne tiennent pas en place. L'adrénaline de ces 20 dernières années s'échappe de ton système nerveux, ne laissant derrière elle que des fantômes. À chaque craquement d'une planche, tu tends la main vers une arme qui n'est pas là. Dans le vent hivernal, tu entends les cris de tes cibles. Tu as quitté ton travail, mais ton travail ne t'a pas quitté. Les jours suivants, tu coupes du bois derrière ta cabane. Une fois par mois, tu fais tes courses. Tu paies en espèces. Tu n'échanges pas un mot avec la caissière. Tu cesses de te sentir appartenir à l'humanité. Tu observes de loin les gens sur la place du village. Ils rient, ils se tiennent la main. On dirait des êtres d'une espèce complètement différente. Tu n'es qu'un vestige d'une guerre de l'ombre. Tu es assis sur ta véranda. Tu observes la rangée d'arbres pendant des heures. Tu attends qu'une erreur te trouve et t'attrape. Tu attends indéfiniment. Et le plus étrange, c'est que tu n'as plus peur. Tu te contentes d'attendre. En ce moment même, quelque part dans une ville, un jeune de 22 ans monte dans un bus, un téléphone jetable à la main. Il doit 4 000 € à une société de cartes de crédit. Il va chercher un sac de sport lourd dans un casier. Il ne sait pas ce qu'il contient. Il se dit que ce n'est qu'une livraison. Il se répète sans cesse que ce n'est que temporaire. L'ignorance est son armure. Il s'en sert pour se protéger. Il n'a pas la moindre idée de ce vers quoi il s'engage, et c'est ce qui le rend encore plus dangereux.